Happiness is like a bird with 20 wings. Try to catch him as he flies. Happiness is like a bird. Le bonheur consomme généralement peu d'électricité. When his head is in the skies. And happiness. EDF vous aide à faire jusqu'à 12% d'économie d'énergie sans transformer votre quotidien. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et comme disait l'autre, c'est la même. Je ne vais pas vous expliquer comment décarboner votre business. Donc, ceux qui sont pressés peuvent partir tout de suite ou aller acheter la BD, parce que je vais dire à peu près ce qu'il y a dans la BD en attendant le cocktail. Je vais par contre vous expliquer pourquoi votre business est carboné. Donc, en fait, je ne vais pas vous dire où vous allez, parce que ça, vous êtes des grandes filles et des grands garçons, et c'est à vous de réfléchir pour savoir comment vous y allez. Je vais vous expliquer d'où nous venons et pourquoi, du coup, aujourd'hui, nous baignons dans le pétrole et nous baignons dans le gaz et nous baignons dans le charbon. Voilà, tout ça, c'est pas fait complètement par hasard. On le doit à la physique, on le doit à notre nature, on le doit à un certain nombre de choses. Et c'est en fait le carbone qui explique l'essentiel, ou plus exactement l'essentiel de la modification de ce qui s'est passé entre il y a 2 siècles et aujourd'hui. Et qui est une modification, si vous regardez bien, qui s'est produite à peu près partout dans tous les pays du monde qui ont eu accès, de la même manière, dans tous les pays du monde qui ont eu accès à l'énergie abondante, indépendamment des régimes politiques et des avancées sociales ou pas qui avaient eu lieu dans ces pays. Donc en gros, indépendamment des cultures préexistantes, indépendamment des régimes politiques, quand on a amené de l'énergie en masse et essentiellement de l'énergie fossile, la société s'est organisée d'une certaine manière et partout on a eu des voitures, des ronds-points, très importants les ronds-points, et des écrans plats, voilà, partout. Donc comme il a été dit tout à l'heure, l'essentiel de ce que je vais vous raconter est contenu dans cet excellent ouvrage, vendu pour la modeste somme de 28 €, parce que l'inflation est passée par là, c'était 27 il y a un an, voilà. Qui dit à peu près la même chose sous une forme horrible, puisque c'est du papier, c'est même pas du digital, de qui se moque-t-on ? Voici un monde 100% renouvelable. Vous savez qu'en ce moment, il y a énormément de scénarios qui sont censés nous emmener vers un monde 100% renouvelable. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Un monde 100% renouvelable ne pose aucun problème. Absolument aucun problème. Vous avez sous le nez un exemple de monde 100% renouvelable. Vous voyez, alors c'est pas en bord de mer, là on est en bord de rivière, mais vous avez quand même des transports maritimes, enfin en l'occurrence des transports fluviaux, parfaitement renouvelables, en bois renouvelable. Vous avez du transport terrestre également, là vous le voyez, là, parfaitement renouvelable aussi, cheval qui mange de l'herbe renouvelable. Probablement dans ce même paysage et à la même époque, vous aviez des moulins à vent renouvelables, des moulins à eau renouvelables, de la biomasse donc renouvelable qui alimentait les animaux de trait. Donc voilà un paysage parfaitement renouvelable. Question, est-ce qu'il est possible de retourner à une civilisation parfaitement renouvelable en conservant l'UIMM, ses adhérents, son chiffre d'affaires et ses activités, la FFB, ses adhérents et ses ronds-points, très important, et les gens qui vont construire des navires de croisière, qui vont construire des sous-marins, qui vont construire des voitures et qui vont construire des avions. Question. Alors avant cette intervention, je vais faire un petit sondage. Qui pense que oui ? Vous avez très mal aux épaules. Qui pense que non? Parce qu'on va voir si ça se trouve, personne n'a d'avis. Bon. Alors évidemment, vous allez voir que c'est malheureusement la bonne réponse. Nous ne retournerons pas dans un monde 100% renouvelable, dans lequel nous allons peu ou prou retourner, modulo un peu de nucléaire. Nous ne retournerons pas dans ce monde en conservant la civilisation actuelle. Voilà, c'est juste pas possible parce que la civilisation actuelle est le fruit de l'abondance énergétique. Alors, comme vous êtes des gens qui tiennent normalement tous un compte d'exploitation et des déclarations de TVA, je vais, s'il y en a un qui ne tient pas ces déclarations de TVA dans la salle, surtout ne le dites à personne, je vais synthétiser ce que je vais vous raconter maintenant sur l'évolution des 2 derniers siècles avec cette petite identité remarquable, toute bête, qui consiste à dire que quand vous regardez l'économie, en fait, ou plus exactement, quand vous regardez la variation de l'économie, vous regardez la variation de l'approvisionnement énergétique, et quand vous regardez la variation de l'approvisionnement énergétique, vous regardez la variation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dit autrement, ces 3 grandeurs, c'est 3 manières de regarder l'éléphant, vous savez, la fameuse blague sur l'éléphant, sous des angles différents, mais en fait, vous êtes en train de regarder le même éléphant, qui s'appelle le système physique productif des hommes, et vous pouvez le regarder sous l'angle
la valeur de ce que ça sort, vous pouvez le regarder sous l'angle la quantité de joules qui rentre, ou vous pouvez le regarder sous l'angle la quantité de CO2 qui s'en échappe. Voilà. Si vous regardez ces trois grandeurs-là, en fait, vous regardez le même objet, le même processus, la même chose, simplement, vous ne mesurez pas la même grandeur, mais sinon, vous regardez la même chose. Alors, dans cette histoire, vous voyez qu'au milieu, il y a un truc qui s'appelle énergie. Alors, on va s'occuper essentiellement de ça pour commencer. L'énergie, en ce moment, est évidemment un grand sujet de débat économique, puisque l'énergie se met à avoir des prix qui grimpent vers les sommets. On ne sait pas si on va avoir du gaz pour passer... alors, cet hiver, probablement que si. L'hiver d'après, ça se discute déjà plus. Voilà, donc c'est un grand sujet de discussion. Mais avant d'être un grand sujet de discussion, avant d'être un débat politique, avant d'être un sujet économique, l'énergie est une grandeur physique. Et l'énergie est une grandeur physique qui sert essentiellement à quantifier un changement dans le monde qui nous entoure. Donc en fait, l'énergie, elle se définit de façon stricte, je suis désolé de vous faire mal à la tête avec cette définition, comme la grandeur qui permet de quantifier le changement d'état d'un système. Voilà, c'est ça l'énergie, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. Alors quand est-ce qu'un système change d'état? En plein de circonstances. Un système change d'état, par exemple, quand il change de température. Dès que vous avez un système qui change de température, il y a de l'énergie qui intervient. Le truc le plus bête qui change de température, c'est un radiateur. Et vous êtes d'accord avec moi que quand un radiateur chauffe, en général, c'est qu'il y a eu de l'énergie qui est intervenue, qui est l'énergie de votre radiateur s'il est électrique, ou de la chaudière s'il y a une chaudière. Vous avez de l'énergie qui intervient quand une vitesse change. Par exemple, le train qui était immobile à la gare Saint-Lazare, pour qu'il veuille bien devenir de nouveau immobile à la gare du Havre, entre les deux, il a dû être un tout petit peu mobile. Moi, il est arrivé à l'heure, je n'ai eu aucun problème. Et pour cela, il faut de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui peut intervenir quand une forme change. Donc là, vous avez des engins à changer la forme de quelque chose. Une pelle excavatrice, par exemple, change la forme du sol. Le sol était dans le sol, et puis il n'est plus dans le sol, il est dans un tas de terre à côté du sol. Donc vous avez changé une forme. Vous pouvez changer une composition chimique, et à ce moment, vous avez de l'énergie qui intervient. Donc par exemple, à la très belle raffinerie de Gonfreville-Lorcher, juste à côté d'ici, vous avez une consommation d'énergie importante parce que vous changez la composition chimique de ce qui rentre dans la raffinerie, c'est-à-dire du pétrole brut. Vous avez de l'énergie qui intervient quand vous avez des électrons qui interagissent avec un champ avec un champ magnétique. C'est grâce à ça qu'on a des moteurs électriques et des alternateurs. Vous avez évidemment de l'énergie qui intervient quand une composition atomique change, et vous savez que nous tentons aujourd'hui de reproduire sur Terre. Alors pour répondre tout de suite à la question qu'on me pose à chaque fois, ITER ne changera rien à votre vie ni à celle de vos enfants. Voilà, donc je peux tout de suite vous répondre à ça. Ça ne changera strictement rien à ce que je vais vous raconter maintenant. Mais on aimerait quand même bien reproduire sur Terre la fusion thermonucléaire qu'il y a en permanence dans le Soleil et qui est un changement de composition atomique. Vous avez des noyaux d'hydrogène, vous avez des noyaux d'hélium, puis vous avez des noyaux encore plus lourds, etc. Et tout ça crache des quantités d'énergie faramineuses. Donc l'énergie solaire est à la base une énergie nucléaire. Faut le savoir. Et enfin, voilà quelque chose qu'on ne fait pas souvent au Havre et plus souvent à Marseille, non je plaisante. Vous avez de l'énergie quand vous avez de l'interaction entre matière et rayonnement, ce qui va permettre à tous les gens qui se font suer pendant cette conférence de regarder leur smartphone. Donc, d'une manière générale, vous avez de l'énergie qui intervient, et plus prosaïquement, vous avez également cette même interaction dans un four à micro-ondes où il est déconseillé de mettre votre chat, comme vous le savez. Donc, vous avez d'une manière générale de l'énergie qui intervient à chaque fois que vous avez quelque chose qui change dans le monde qui nous entoure, et symétriquement, tout changement dans le monde qui nous entoure va avec de l'énergie. Ce qui fait que l'énergie propre, par exemple, ça ne peut pas exister ailleurs que dans la bouche d'un journaliste ou d'un politique, parce que utiliser de l'énergie, c'est changer quelque chose, c'est avoir une situation après qui est différente de la situation d'avant. Or, vous savez très bien qu'être propre, c'est comme pour les toilettes, c'est que l'état final soit égal à l'état initial. Donc, de l'énergie propre, c'est juste pas possible. C'est un oxymore. C'est un truc où un des termes dit le contraire de l'autre. C'est juste physiquement impossible d'avoir de l'énergie propre. Souvent, on applique ce terme à des énergies qui sont utilisées ou mobilisées en tellement petite quantité qu'effectivement, leurs inconvénients ne peuvent être que tout petits, la production aussi en général. Donc, compter l'énergie, c'est compter le monde, c'est compter le changement du monde qui nous entoure. L'énergie, étant une grandeur physique qui donc quantifie l'environnement, elle est, comme toutes les grandeurs physiques, pilotée par des lois qui ne dépendent pas de nous. Donc on peut comprendre ces lois. Une fois qu'on les a comprises, on peut se servir de ces lois à notre profit. Par contre, on ne peut pas les changer. D'accord ? Donc on ne peut pas dire, quand même, ça serait bien pour faire des économies d'énergie en déplaçant les voitures, que l'énergie cinétique d'une voiture, ça soit plus 1/2 de MV2, mais ça soit 1/10 de MV2, comme ça serait sympa. Ça, on pourrait faire des économies. Non, ça ne marche pas, on ne peut pas. Voilà, donc il y a des lois. Et dans les lois qu'on ne peut pas changer, il y en a une qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie,
qui dit quelque chose de très simple, qui est le mot conservation dans la loi. Elle s'appelle aussi le premier principe de la thermodynamique, pour ceux à qui ça rappelle des vieux souvenirs. Elle dit que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, vous ne pouvez ni faire apparaître ni faire disparaître de l'énergie. Donc la quantité d'énergie contenue dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur reste rigoureusement constante au cours du temps. Ce qui veut dire que si j'applique cette loi à l'humanité, pour que l'humanité puisse bénéficier d'un apport d'énergie pour faire n'importe quoi, il faut nécessairement que cette énergie vienne de l'extérieur. Donc les seules énergies que peuvent utiliser les êtres humains, c'est des énergies disponibles à l'extérieur de l'humanité, dans l'environnement. Ces énergies, en général, on les appelle des énergies primaires, parce qu'elles sont premières, on les prend dans l'environnement, et on les transforme, on en fait ce qu'on appelle des énergies finales, des carburants, de l'électricité, puis on les donne à manger à une machine, qui s'appelle un convertisseur. En fait, une machine, c'est un convertisseur d'énergie. Donc, utiliser de l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la prendre dans l'environnement, nécessairement. Donc, il faut qu'elle existe dans l'environnement. Et par exemple, ni l'électricité ni l'hydrogène ne sont des énergies disponibles de façon significative dans l'environnement. L'hydrogène, tant qu'on ne saura pas brancher la lumière de cet amphi sur les éclairs d'orage, l'électricité, pardon, tant qu'on ne saura pas brancher cet amphi sur les éclairs d'orage, ça ne sera pas une énergie disponible dans l'environnement. Et l'hydrogène, c'est pareil, il y a de tout petits flux natifs venant du sous-sol, mais ils sont ridicules, et donc ça ne sera jamais une énergie provenant de l'environnement. C'est des vecteurs, il faut les faire avec autre chose, avec une autre énergie. Donc cette énergie qu'on prend dans l'environnement, on va la donner à manger à un convertisseur. Alors historiquement, l'énergie qu'on a prise dans l'environnement, c'est à manger, miam miam, des mammouths, et des érelles, et on a donné ça à manger à un convertisseur nous-mêmes. Et on en a sorti tout un tas de trucs. On en sort de la croissance quand on est jeune, quand de 0 à 20 ans, enfin de 0 à 15 ans, on sort de la croissance. Après, on en sort de la croissance plus horizontale. On en sort de la réparation d'organes ou de la fabrication d'organes, ou de la croissance d'organes quand on est jeune. On en sort du mouvement, on est capable de marcher, courir, etc. Pas assez du reste. Et on en sort de la chaleur. C'est essentiellement à ça que sert l'énergie que vous avez mangée à votre dernier repas pendant que vous êtes assis à m'écouter très sagement, et je vous en remercie. L'énergie de votre dernier repas sert essentiellement à maintenir votre corps à 37 degrés. C'est ça l'essentiel de l'énergie. Et puis on se sert également un peu de la chaleur ambiante. On brûle plus d'énergie pour se maintenir à 37 degrés quand on se pèle que quand il fait chaud. Voilà. Et puis, l'homme étant un animal accumulatif, parce qu'on adore la croissance quand même, surtout celle du compte du résultat, on a eu envie d'avoir plus que ce que notre propre corps pouvait nous donner. Et comme on est des animaux communicants et intelligents, on s'est organisé pour avoir plus. Alors la première manière dont on s'est organisé pour avoir plus, c'est en mobilisant d'autres convertisseurs biologiques, à savoir des animaux. Et puis de temps en temps, nos esclaves, ça faisait quand même pas de mal. Donc vous avez plein de civilisations antiques dans lesquelles l'esclavagisme était une forme normale d'accroissement de la richesse pour les gens qui étaient au sommet de la pyramide. Si je prends la démocratie romaine ou athénienne, par exemple, c'était une poignée de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. C'est comme ça que ça marchait. Et puis, avec le temps toujours, on a compris comment on pouvait exploiter ces fameuses énergies renouvelables. Donc on a inventé la marine à voile, on a inventé les moulins à vent, on a inventé les moulins à eau, on a inventé les colliers de trait pour les charrues avec des animaux qui mangeaient de l'herbe, etc. Donc on s'est mis à domestiquer, en gros, toutes les énergies renouvelables. Et il y a 2 siècles, on a commencé à démarrer une domestication qui nous a fait franchir un saut absolument considérable en termes d'ordre de grandeur, qui est la domestication des énergies fossiles, à travers 2 trouvailles. La première, c'est la machine à vapeur et le moteur à combustion interne, qui sont encore aujourd'hui les 2 moteurs de l'économie mondiale, parce que toutes les centrales électriques sont des machines à vapeur, sauf les centrales hydroélectriques, les panneaux solaires et les éoliennes, mais ça ne fait pas beaucoup, et le moteur à combustion interne, qui alimente encore la totalité de la marine marchande, la totalité des camions, la quasi-totalité des voitures, une bonne partie des chaudières d'usines, etc. Enfin, c'est pas vraiment un moteur, mais c'est une chaudière. Et la deuxième trouvaille qu'on a faite, c'est les combustibles fossiles, c'est-à-dire, comme le dit très joliment Yann Arthus Bertrand, des poches de soleil anciens accumulées sous terre, c'est-à-dire des restes de vie ancienne. Les combustibles fossiles, ça dit bien ce que ça dit, ça brûle, mais c'est fossile. Donc c'est des restes de vie ancienne, du plancton et des microalgues pour le pétrole et le gaz, des fougères qui ont poussé à l'ère du charbon, carbonifère pour le charbon, et tout ça a été séquestré sous terre par la tectonique des plaques, qui vous a enfoui cette matière ou ces restes organiques. Et avec la température du magma, plus on s'approche, enfin plus on va profond, plus on se retrouve avec une gentille pyrolyse. Donc ça nous a fait un petit alambic
naturel, on va dire, mais sauf qu'au lieu de nous cracher du cognac ou du calva, ça nous a craché du pétrole, du gaz et du charbon. Voilà ce que ça nous a craché. Mais il faut quand même 50 à 300 millions d'années pour que la distillation prenne place, donc c'est un peu plus long que de faire de l'eau de vie de prune. Par contre, ça a fait des grandes quantités, mais one shot, on va dire. Donc, utiliser de l'énergie, en fait, c'est une expression impropre. On n'utilise jamais de l'énergie. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le convertisseur qui utilise l'énergie. Et donc, utiliser de l'énergie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en pratique, aujourd'hui, dans le monde moderne, ça veut dire domestiquer une machine. Et ces machines, c'est elles qui produisent à notre place. Il n'y a pas une industrie de l'UIMM où ce soit autre chose que des machines qui assurent la production. C'est elles qui tréfilent, étirent, laminent, écrouissent, etc., font le décolletage, etc. Ce n'est pas des gens qui font ça avec un marteau et un burin. On ne ferait plus aujourd'hui. De même que dans le BTP, ce n'est pas les gens qui produisent, c'est les machines. C'est les pelles mécaniques, c'est les cimenteries, c'est les usines à béton, c'est les usines d'acier, puisqu'il y a des fers à béton partout, etc. Hein. Donc c'est les camions qui transportent. Voilà. Donc c'est les machines qui travaillent pour nous. Le cocktail que vous allez déguster tout à l'heure, j'espère pour vous qu'il sera fort bon vu le prix faramineux que vous avez payé pour venir ici, eh bien, il a été planté... Non, il n'est pas bon? Je vous vois dire non, donc c'est qu'il n'est pas bon. Donc, vous verrez. Il est fait avec des aliments qui ont été plantés par des machines, récoltés par des machines, transportés par des machines, transformés par des machines, cuits par des machines, refroidis par des machines, emballés par des machines, utilisant elles-mêmes d'autres machines, etc. Que des machines. Nous vivons dans un monde de machines. Alors voilà un tout petit sous-ensemble des machines qui aujourd'hui travaillent pour nous, parce qu'elles travaillent pour nous, toutes ces machines. Et j'ai maintenant une image, effectivement, pour représenter le parc de machines dans le monde, qui est ce costume d'Iron Man ou d'Iron Woman, enfin d'Iron Person, m'obligerait à dire les Américains, que nous avons en permanence sur nos épaules. Alors vous allez me dire, non, sur nos épaules, là on a, moi j'ai une veste, une chemise. Non, en fait, nous avons ce costume d'Iron Man en permanence sur les épaules, parce qu'en permanence, les machines que vous avez là sur la gauche sont en train de travailler pour nous. Au moment où je vous parle, là, il y a des porte-conteneurs et des minéraliers qui sillonnent les mers. Le laminoir de Dunkerque est en activité, enfin j'espère qu'il est en activité. La raffinerie de Gonfreville, je suis sûr qu'elle est en activité. Il y a des trains qui sont en train de circuler en ce moment, il y a des camions qui sont en train de circuler en ce moment, il y a des tracteurs qui sont en train de fonctionner en ce moment, et même quand il fait nuit en France, ces tracteurs sont en train de fonctionner en Chine ou aux États-Unis. Donc en fait, en permanence, nous avons une armure faite de machines qui est en train de travailler pour nous et qui fait nos vêtements, nos maisons, les autres machines du reste, les camions et les voitures, nos aliments, les services, tous les services digitaux que vous utilisez aujourd'hui, c'est des machines. Un smartphone, c'est une machine. Un ordinateur, c'est une machine. Du reste, ces machines ont été faites avec plein d'autres machines. Vous avez 50 métaux différents dans l'ordinateur que je suis en train d'utiliser. Donc ça, comme aurait dit une célèbre héroïne de Queneau, c'est dématérialiser mon cul. C'est pas dématérialisé du tout. C'est parfaitement matériel. Aujourd'hui, la monnaie n'est pas dématérialisée. Elle est matérialisée sur un autre support que celui qu'elle avait avant. C'est plus du papier, c'est du métal et c'est des circuits imprimés. C'est tout aussi matériel. Donc, nous avons cet Iron Man qui travaille en permanence pour nous. Alors, le petit doigt et l'oreille gauche d'Iron Man sont totalement surpuissants. Alors, je suis désolé, je suis parisien, je vais prendre un exemple, puis c'est pas au Havre que vous allez faire ça. Imaginons que quelqu'un dans cette salle... Est-ce que quelqu'un dans cette salle est déjà monté à pied en haut de la Tour Eiffel? Une fois. 2 fois. Qui l'a fait 2 fois? D'affilée? Non. Alors maintenant, je cherche quelqu'un qui l'aurait fait 13 fois d'affilée. Non? Personne. Bon. Alors si vous faites... Pourquoi 13 fois? Parce que si vous faites 13 fois la Tour Eiffel d'affilée, vous avez fait 4000 mètres de dénivelé dans la journée. 4000 mètres de dénivelé dans la journée avec une carcasse qui pèse 90 kg, E égale MGH, vous avez fourni 1 kWh d'énergie. Et si vous faites ça sur 10 heures, ça veut dire que vos jambes ont développé une puissance moyenne de 100 watts pendant la journée. 100 watts, 0,1 kW. Tous les gens dans cette pièce qui ont des machines mécaniques à leur disposition apprécieront 0,1 kW, c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Hein? Donc nos jambes, même celles du Usain Bolt, sont ridicules. Enfin, les siennes sont un peu plus puissantes. Mais... Qui dans cette salle a déjà mixé de la soupe? Ah, il y en a quand même beaucoup qui sont habitués à se faire servir. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont habitués à se faire servir dans cette pièce. Au moment où vous appuyez sur le bouton de votre mixeur à soupe, c'est beaucoup plus fort que la lampe d'Aladin et son génie. Vous avez 4 cyclistes, ou 4 grimpeurs de Tour Eiffel, comme vous voulez,
qui sortent du mixeur, parce que la puissance mécanique de votre mixeur à soupe, quelques centaines de watts, est égale à la puissance mécanique de 4 paires de jambes bien entraînées qui se mettent à pédaler de façon assez vigoureuse. On peut continuer le parallèle. Tu vois, il y a une vidéo qui circule sur Internet, je vous invite à la voir. Il y avait le champion du monde de cyclisme sur piste. Alors, il a des jambes grosses comme mon torse et des bras grosses comme mes cuisses. Et il essaye de pédaler suffisamment fort sur une dynamo pour faire fonctionner un grille-pain de 700 watts. Alors, il y arrive, au bout d'1 minute et demie, hein, il a un toast, mais lui, il est au bord de l'apoplexie. Hein, il est couché par terre, il est en PLS. Bon. 700 watts. Hein. Mon aspirateur, donc, qui fait entre 500 et 1000 watts, il fait entre 5 et 10 cyclistes. Un ascenseur, 5 kW, 50 cyclistes. L'appelle mécanique dont je parlais tout à l'heure, 100 kW, c'est une grosse pelle, hein, les petites allouées chez je ne dirais pas qui font un peu moins. Là, j'ai pris un équivalent paire de bras, parce qu'en général, le terrassement, c'est plutôt une affaire de bras et de mal de dos, du reste, qu'une affaire de jambes. Et les bras sont 10 fois moins puissants que les jambes, en gros. Hein, si vous essayez de monter sur la tour Eiffel sur les bras, si vous êtes un bon antipodiste, là, si vous y arrivez 1,3 fois dans la journée, c'est pas mal. Hein. Donc les bras sont 10 fois moins puissants que les jambes, et donc ma pelle mécanique, au moment où le conducteur de la pelle monte dedans, lui, il va multiplier la puissance de ses bras par 10 000. Grâce à quoi nos amis du BTP peuvent terrasser un terrain pour y construire une maison en 24 heures, même pas en 12 heures. Moi j'ai vu faire, hein, le type il arrive sur son semi-remorque, hein, il débarque sa pelle, il terrasse, il repart le soir, c'est fini. On peut passer à la construction. Hein. Bien évidemment, si on devait faire ça avec des pelles et des pioches, on y passerait un mois. C'est pour ça que les maisons coûtent aujourd'hui 150 ou 200 000 euros et pas le salaire d'une vie. Notamment pour ça. Hein. Donc si la construction coûte pas cher aujourd'hui, nous le devons au pétrole, au gaz et au charbon, comme tout le reste de ce qu'on a à disposition. Le camion, lui, quand le conducteur monte dans la cabine de son camion, il démultiplie la puissance de ses jambes par 4000. Donc si vous vouliez remplacer un camion par des gens attelés devant le camion, eh ben, il faudrait 4000 conducteurs, donc même payés au SMIC, vous imaginez le prix du transport routier, et évidemment, mon camion, même avec 4000 personnes attelées devant, il n'irait pas à 80 km/h, parce que des gens qui courent à 80 km/h, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc 4000 paires de jambes. Et mon fameux laminoir de Dunkerque, ou de Fos-sur-Mer, qui fonctionne en ce moment. Là, on commence à parler de trucs un peu plus sérieux. Il a une puissance d'une centaine de mégawatts. Et un laminoir, ça sert à aplatir des tôles. Donc, mon équivalent, si je le remplace par de la force humaine, c'est des gens à qui je donne un marteau et qui tapent sur la tôle. Eh bien, pour remplacer un laminoir, il me faudrait la moitié de la population active française. Du secteur privé, pardon. J'oublie les fonctionnaires, ils ne servent à rien. Non, pardon. Donc, j'oublie les fonctionnaires, je prends les 20 millions d'actifs dans le privé, je divise par 2, ça me fait un laminoir. On a 2 laminoirs en France, donc je prends la totalité des salariés du privé, et voilà. Je les occupe en tapant sur des tôles toute la journée, rien que pour remplacer 2 laminoirs que nous avons en France. Donc là, vous avez une petite idée de la puissance des machines comparée à la puissance ridicule de nos carcasses à nous. On est juste ridicule. Alors il se trouve que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un truc qui date d'hier, c'est invisible dans l'économie d'aujourd'hui, j'aurai pas le temps de vous le dire en détail, mais il y a des gens qui s'en sont rendus compte il y a très longtemps. Il y a un monsieur Dupin, Charles de son petit nom, mec très bien puisqu'il était polytechnicien, qui avait, il y a maintenant quasiment 2 siècles, puisqu'il a fait en 1820 quelque chose, le calcul suivant. Il a dit, monsieur Dupin, à l'époque où il fait son calcul, il dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Je regarde la quantité de gens qui vivent en France et en Grande-Bretagne, je regarde la quantité d'animaux de trait qu'on a en France et en Grande-Bretagne, et c'est kiff-kiff bourrique. Vous voyez, si je prends la population française et la population... Alors, pour faire ce calcul sur les forces vivantes, il avait compté les hommes pour 1, je suis désolé pour ce qui va suivre, il avait compté les femmes pour 1,5 et les enfants pour 1/4, hein, donc en termes de force de travail. Et je me demande si l'expression « ma moitié » ne vient pas de cette époque-là, mais bon. Et donc, il avait dit, voilà, je prends tous les gens qui sont en âge de travailler, hein, donc les hommes 1, les femmes 1,5, les enfants 1/4, je fais le total, et donc en France, j'arrive à un peu plus de 6 millions d'équivalents hommes, et en Grande-Bretagne, un peu plus de 7 millions d'équivalents hommes. Il n'y a pas là de quoi justifier, enfin ça plus les animaux de trait, pardon, il n'y a pas de quoi justifier un rapport de 1 à 3, parce qu'à l'époque c'était le cas, entre la production industrielle grande-bretonne et la production industrielle française. À cette époque-là,
la Grande-Bretagne avait une production industrielle 3 fois supérieure à la production française. Dupin dit un truc que je ne comprends pas là derrière. Et puis Dupin se dit, mais en fait, la Grande-Bretagne ne fait pas fonctionner, enfin, ne se sert pas que de la force musculaire des gens et des animaux. La Grande-Bretagne a également, comme la France, mais en quantité beaucoup plus supérieure, bien supérieure, des moulins à vent, de la marine marchande, des moteurs déjà à l'époque, etc. Et Dupin se dit, sur la base de la force mécanique développée par ces machines renouvelables ou déjà fossiles, je vais regarder combien d'êtres humains ça remplace. Et Dupin, à ce moment, arrive à la conclusion que s'il rajoute aux forces vivantes, c'est-à-dire les gens et les animaux de trait, ce qu'il appelle les forces inanimées, qui sont à l'époque 4 fois plus nombreuses en Grande-Bretagne qu'en France, parce que la Grande-Bretagne a beaucoup plus de bateaux et beaucoup plus de moteurs, elle a tapé dans son charbon plus tôt que la France. À ce moment, si je fais le total, je me retrouve avec grosso modo le facteur 3 entre les forces productives grande-bretonnes, machines et individus compris, et les forces productives françaises, machines et individus compris. Donc Dupin, à cette époque-là, il a compris un truc absolument central, la productivité du travail, ça s'appelle les machines. La productivité du travail n'a pas augmenté depuis 2 siècles parce qu'il vous aurait poussé des bras et des jambes. Vous prenez un terrassier aujourd'hui qui pelletait de la terre, il n'est pas beaucoup plus efficace, ni pas beaucoup moins efficace qu'un manœuvre qui pelletait de la terre il y a 2 siècles. Vous prenez quelqu'un qui repique les poireaux à la main, il n'ira pas beaucoup plus vite que quelqu'un qui faisait ça il y a 2 siècles. Et vous prenez un prof, en 1 heure, il fera 1 heure de cours, exactement comme il y a 2 siècles. Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 2 siècles? C'est que les gens se sont adjoints leur costume d'Iron Man et qu'on continue à rapporter la production uniquement aux gens, au lieu de la rapporter à l'ensemble de ce qui permet le travail, comme l'avait fait Dupin, c'est-à-dire les gens et les machines. Et alors, si on rapporte juste aux gens, on se dit « Ah, c'est merveilleux, la productivité du travail augmente !» Elle augmente de rien du tout. C'est juste les machines qui se sont mis à bosser à notre place. Donc là, je suis en train de vous préparer à quelque chose. Dans un monde avec de moins en moins de machines, la productivité du travail déclinera. Dans un monde avec de moins en moins de machines, la productivité du travail diminuera. D'accord? C'est écrit. S'il y a des gens courageux dans la salle, je prends les paris avec eux, paris transmissible à mes héritiers. Aucun problème. Et s'il y a un notaire dans la salle, on peut enregistrer le pari. Aujourd'hui, ces machines représentent une force d'appoint considérable. En fait, elles ne représentent même pas une force d'appoint. Elles représentent, et de très loin, la force principale de la production. Si je prends l'ensemble du parc de machines sur Terre, à qui je donne les épinards de Popeye, ou les croquettes pour machine, ou la bibine pour machine, qui s'appelle de l'énergie, eh bien, je réalise que le parc de machines terrestres multiplie par un facteur de plusieurs centaines la force musculaire de l'humanité. Or, je le redis, l'énergie, c'est la transformation, et notre système productif est uniquement un système de transformation également. Qu'est-ce que c'est qu'un système productif? C'est un système dans lequel je prends ce qu'on appelle des ressources naturelles, donc des trucs qui existent dans l'environnement, qui sont des atomes arrangés d'une certaine manière, et j'en fais des produits et des services, c'est-à-dire des atomes arrangés d'une autre manière. Voilà, c'est ça. Et le changement de l'arrangement de ces atomes, c'est la transformation, et ça a demandé de l'énergie. Le pilotage de cette transformation, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc aujourd'hui, un travail, c'est piloter la transformation opérée par les machines. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, ce n'est pas du travail. Moi, je ne suis pas en train de travailler en ce moment. Même si enfin oui, je ne suis pas en train de travailler. Quelqu'un, un noble du Moyen-Âge, passerait une tête dans l'amphi, il dirait « Ben non, vous êtes en train d'écouter un troubadour. Là, juste ça, vous n'êtes pas du tout en train de bosser. Là. Vous êtes assis, bien confortablement, dans un endroit chauffé, vous serez nourri derrière. Ça ne s'appelle pas du boulot, ça. À l'époque, ça s'appelait du boulot. C'était l'échine courbée en train de cultiver la terre, ou l'échine courbée en train de faire avancer une barque sur un chemin de halage, ou l'échine courbée en train de taper dans un marteau et un burin pour faire un meuble. C'était ça du travail. Mais écouter un troubadour, ce n'était pas du travail. Hein. Donc aujourd'hui, l'essentiel de ce qu'on fait, c'est juste piloter des machines au travers d'une activité qui est essentiellement à la base d'échange d'informations avec ces machines. Hein, entre nous, puis du coup avec les machines. Ce facteur multiplicatif de 200, il peut s'interpréter de plusieurs manières. La première manière dont je peux l'interpréter, c'est de dire, dans un monde où je n'aurais pas de machines, ou pas d'énergie, ce qui revient au même, donc les machines seraient à l'arrêt, il me faudrait une population planétaire 200 fois plus nombreuse pour avoir la même production. Alors déjà qu'à 8 milliards, on commence à avoir quelques petits problèmes de place. Je pense qu'à 1600 milliards, il y aurait assez à manger au cocktail pour 1600 milliards, non, c'est pas sûr. Hein. Bon. Voilà, donc 1600 milliards, c'est évident qu'on ne le serait pas. Une deuxième manière que j'ai de vous dire la même chose, c'est que le mode de vie aujourd'hui d'un terrien ordinaire,
Je dis bien d'un terrien ordinaire. Je ne vous parle pas d'un Français et a fortiori sûrement pas d'un chef d'entreprise français. J'y viendrai après. Mais d'un terrien ordinaire, d'habitants de l'Inde, d'habitants du Brésil, pas très bien lotis, etc. Eh bien, dans un monde sans machine, il lui faudrait 200 esclaves H24 pour vivre de la même manière. Et ce multiplicateur est plutôt de l'ordre de 600 pour les classes moyennes françaises. Je parle bien des classes moyennes. Je ne parle pas des gens dans la salle. Classe moyenne française. Pour les gens dans la salle, moi inclus, le facteur multiplicateur doit plutôt se balader entre 1000 et 2000. Hein, donc pour avoir le même train de vie qu'aujourd'hui, avec vos voitures beaucoup trop grosses et vos piscines, eh bien, il faudrait que vous ayez plutôt 1000 à 2000 esclaves énergétiques par personne pour avoir le même train de vie. Une dernière manière que j'ai de dire la même chose, c'est de dire que dans un monde qui serait demain matin abruptement privé de combustibles fossiles, je divise le PIB mondial par 200. Gloops. Comment vous faites dans un monde où le PIB mondial est divisé par 200 ? Où sont les bateaux qui arrivent au port du Havre dans un monde où il n'y a plus de pétrole? Où ils sont? Il n'y en a plus. Du coup, où est le pétrole français qui vient par bateau? Du coup, où est le minerai de fer français qui vient par bateau? Du coup, où est l'acier français avec le charbon métallurgique australien qui vient aussi par bateau? Du coup, où sont nos smartphones et nos tablettes qui arrivent par bateau, etc. Donc, aujourd'hui, dans un monde qui serait privé de machines demain matin, vous comprenez bien que c'est juste l'effondrement total. On n'a plus d'argent. L'argent, aujourd'hui, c'est des machines. On n'a plus d'eau potable. L'eau potable, aujourd'hui, c'est des machines. Enfin, d'accord. Donc, il faut bien comprendre, aujourd'hui, ce qui fait le monde qui nous entoure, c'est les machines. Donc, ce qui fait votre business carboné, c'est les combustibles fossiles. C'est exactement pareil. Et ceci explique cela. Sur ce graphique, j'ai fait un exercice, j'ai commencé à le faire il y a une quinzaine d'années, puis quand je suis tombé sur le résultat, je me suis dit, ah ben dis donc, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc ce graphique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé année par année, en partant de 1965 qui est là, et puis là, vous suivez l'ordre chronologique, chaque point c'est une année de plus, et ici nous sommes en 2020 et là en 2021. Pour chaque année, j'ai regardé la quantité d'énergie qui était utilisée dans le monde, donc par des machines évidemment, et en ordonnée le PIB mondial, en monnaie constante, hein, j'ai déflaté. Et je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que c'est une droite? Et en fait, j'ai fini par comprendre pourquoi c'est une droite. Parce que l'énergie, c'est le parc de machines en service, et le parc de machines en service transforme 200 fois plus que nos muscles. Donc la quantité de gens au boulot, on s'en fout complètement. La seule chose qui compte pour le PIB, c'est la quantité de machines au travail. Pourquoi est-ce que la Chine a eu pendant un temps un PIB inférieur à la France, alors que jamais, dans les temps historiques, ils n'ont eu une population inférieure? Pourquoi leur travail était moins productif? Parce qu'ils n'avaient pas de machines. Donc tant que le parc de machines chinois était inférieur au parc de machines français, bah, ils ont eu un plus petit PIB. Et quand la prophétie de Perfit s'est réalisée, c'est-à-dire que la Chine s'est éveillée, qu'est-ce que c'est que la Chine qui s'est réveillée? C'est la Chine qui a tapé dans son charbon pour faire fonctionner des machines. Voilà. Et à ce moment, ils se sont mis à avoir un plus gros PIB que le nôtre. C'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Et comme cette énergie est essentiellement fossile, eh bien, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que le PIB mondial est essentiellement corrélé de façon linéaire avec les émissions de CO2. Alors là, en l'occurrence, c'est une covariation. L'énergie pilote les machines, donc fait le PIB, mais l'énergie crache du CO2. Donc, CO2 et PIB covarient. C'est normal. Ce n'est pas directement le CO2 qui fait le PIB. Hein. Le CO2 n'est pas une matière première qui fait le PIB. L'énergie, oui. Le CO2, non. Mais par contre, vous avez, comme vous avez deux covariations linéaires, ben là, vous vous retrouvez avec une troisième covariation linéaire qui est que vous avez autant de CO2 que de PIB. Et donc là, vous comprenez pourquoi à Sharm el-Sheikh, on ne peut pas se mettre d'accord à l'unanimité sur une récession mondiale. Donc on se met d'accord sur rien. Voilà. N'attendez aucun miracle des COP. N'en attendez aucun miracle. Jamais une COP ne prendra à notre place des décisions courageuses. De toute façon, un processus onusien ne peut pas faire ça. Il ne peut juste pas faire ça. Le droit ne peut pas nous imposer de l'extérieur des choses dont on ne voudrait pas. Les chars et les avions, oui, avec plus ou moins de succès, comme on est en train de le voir en Ukraine. Le droit, non. Vous n'avez pas le droit, au sens propre du terme, d'imposer à un autre pays votre volonté. Voilà, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, cette abondance énergétique, elle a totalement déformé la structure de l'emploi. Vous avez ici la structure de l'emploi en France sur les 2 derniers siècles. Enfin, pas les 2 derniers parce que ça s'arrête en 2000, mais pour le raisonnement qui va suivre, c'est largement suffisant. En haut, en vert évidemment, vous avez les agriculteurs, les paysans, comme vous voulez. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a 2 siècles,
les agriculteurs représentent les 2/3 de la population active française. Si on fait l'hypothèse simplificatrice, incidemment, que tous les emplois sont payés pareil à cette époque-là, ce qui n'est pas vrai, mais on va faire cette hypothèse simplificatrice, comme le PIB est aussi la somme des revenus, ça revient à dire qu'à cette époque-là, manger coûte aux ménages français les 2/3 de ce qu'ils gagnent. Est-ce que vous savez combien ça nous coûte aujourd'hui? Ça nous coûte 10% si je regarde les tickets de caisse des magasins et du restaurant. Et si je ne compte que la nourriture, parce que quand vous allez au restaurant, vous achetez du salaire de serveur, du loyer du restaurant, sa fraude fiscale, non, j'ai rien dit, etc. Vous achetez tout sauf la nourriture. Si vous vous amusez à faire le calcul de ce que vaut la nourriture que vous avez dans votre assiette, faites le calcul, ça vous amusera. C'est 5% du prix de l'addition, grand maximum. 10, allez. Et quand vous allez acheter un paquet de pâtes au magasin, là c'est pareil. Vous achetez la construction du magasin, le salaire du magasinier et du caissier, vous achetez la campagne publicitaire de Carouf, vous achetez les dividendes de Carouf, vous achetez l'oreille de coke du publicitaire, tout ce que vous voulez, mais pas les pâtes. Les pâtes dans cette histoire, c'est cacahuètes dans le ticket de caisse. Le vrai prix de la nourriture aujourd'hui, c'est 2% de ce qu'on gagne. D'accord? Donc ça a été divisé par 20 à 30 en l'espace de 2 siècles, grâce aux tracteurs, aux engrais et aux phytosanitaires. C'est grâce à ça. Enfin, grâce ou à cause d'eux, je ne sais pas. Donc, 2/3 de la population est agricole. Cette population augmente jusqu'en 1850, parce qu'en 1850, les Français sont comme ces cochons de Brésiliens, ils déforestent. Ils déforestent parce que la population française est en croissance, et que, tant qu'on peut, pour entretenir cette croissance, on coupe des forêts pour faire des champs, et en fait, on a coupé les forêts partout où c'était plat et cultivable. On a gardé les forêts là où c'était montagneux et pas commodément cultivable, sinon on a coupé les forêts partout. Puis en 1850, on peut s'arrêter de couper des forêts, on ne peut plus. Et à ce moment, la population agricole s'arrête d'augmenter, puisqu'il n'y a pas de plus en plus de terres à cultiver. Au contraire, elle se met à descendre. Pourquoi? Parce que l'industrie naissante commence à rendre les agriculteurs plus productifs. Alors en fait, ils ne sont pas plus productifs. Ils vont s'adjoindre la force mécanique des animaux de trait grâce à des colliers, des socs de charrues, etc., faits en quantité croissante par l'industrie naissante. Et après la guerre, là, on va carrément mettre Iron Man dans les champs, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître les tracteurs et Iron Man dans les usines phytosanitaires et d'engrais, et ça a multiplié les rendements agricoles céréaliers par 5 en l'espace de 30 ans. Donc le McDo d'aujourd'hui, c'est du gaz et du pétrole, et du charbon pour faire l'acier. Moyennant quoi, les agriculteurs aujourd'hui, ils ne sont plus que 1,5 à 2% de la population active, donc ils sont 30 fois moins nombreux, et pour autant, ils font 5 à 10 fois plus de nourriture. En fait, ils ne font pas. Ils commandent des tracteurs qui font. Et il y a des ouvriers, pas très loin de la raffinerie de Gonfreville, que j'aime tant, qui vont également faire des engrais et des phytosanitaires, etc. Voilà. Comme on a de plus en plus de machines grâce à l'énergie, ces machines, après les avoir mises au service de l'agriculture, puis dans les champs, on va également les mettre au service de l'extraction de tout ce qu'on peut trouver dans la croûte terrestre, du calcaire, du minerai de fer, du minerai de cuivre, des diamants, du tantal, du vanadium, du chrome, etc. Et on va également en faire derrière des objets. Donc on va avoir besoin de machines extractives et de machines transformatives. Et à ce moment, on crée les emplois dans l'industrie. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi dans l'industrie? C'est un serviteur de machine. Vous avez vu les temps modernes de Charles Chaplin. Alors à l'époque, il y a beaucoup de serviteurs sur une seule machine. Maintenant, on a tout robotisé, donc il y a très peu de serviteurs sur une seule machine, mais un emploi dans l'industrie, ça reste fondamentalement un emploi de serviteur de machine. Si vous supprimez la machine, vous supprimez l'emploi. À l'instant T. Et ça va nous permettre évidemment de faire de plus en plus d'objets. Et puis après les chocs pétroliers, il s'est passé une chose, il s'est passé que l'approvisionnement pétrolier par personne et l'approvisionnement énergétique par personne s'est grosso modo arrêté de croître. Donc, à partir du moment où on continuait à faire des machines de plus en plus grosses, on pouvait avoir ce paradoxe qu'on a expliqué dans la BD, d'avoir une production croissante, car la production industrielle a continué d'augmenter entre 1974 et 2007. On a fait moins de vêtements et moins de chaussettes et plus d'Airbus. Voilà, on n'a pas fait la même chose. Mais on a continué à faire croître la production industrielle avec de moins en moins de gens employés parce que les machines avaient pris le relais de plus en plus. Et puis, nous avons également le tertiaire qui s'est mis à augmenter. Et alors, ce que vous voyez là, c'est que le tertiaire augmente, alors même que les emplois ailleurs diminuent. Parce que qu'est-ce que c'est que le tertiaire? C'est la gestion de la complexité du monde. À quoi sert un comptable, un banquier, un assureur ou un enseignant? Il sert à gérer la complexité du monde. Dans un monde simple, vous n'avez pas besoin d'enseignants. Les gens, ils apprennent en regardant. Dans un monde simple, avec peu d'objets, vous n'avez pas besoin de banquiers pour financer l'acquisition des objets.
Vous n'avez pas besoin d'assureurs pour assurer les objets. Vous n'avez pas besoin d'enseignants pour apprendre à fabriquer les objets. Tout ça, c'est totalement inutile dans un monde qui est simple. Tout ça devient nécessaire dans un monde complexe. Le consultant nuisible que je suis est aussi un fruit de la complexité du monde. Il n'y a pas de boîte de conseil. Les Big Four et McKinsey, dans un monde simple, ils ne servent à rien. Déjà, dans un monde complexe, ça se discute, mais bon. Dans un monde simple, ils ne servent à rien. À rien. Oui, ça se discute parce que comme c'est des tenants du monde infini, ils ne vous rendent pas service en ce moment. Hein. Mais c'est un autre débat. Ils ne servent à rien. Et ils ne changeront pas. Hein. On peut en discuter au moment du débat si ça vous amuse. Donc on ne sert à rien les consultants dans un monde simple. On ne sert à rien. Donc je le redis. Si vous aviez 3 transactions commerciales par semaine, les comptables ne serviraient à rien non plus. Donc en fait, les emplois tertiaires, quand vous regardez bien, c'est le fruit de la complexité du monde. Et vous avez d'autant plus d'emplois tertiaires dans une économie que la quantité d'énergie utilisée par personne, c'est-à-dire que le parc de machines par personne est important. Aux États-Unis, où la consommation d'énergie par personne est du double de ce que nous avons en France, vous avez 80% de l'emploi dans le tertiaire. Donc l'idée sympathique que dans un monde sobre en énergie, on va passer nos journées à taper le carton et à ne pas travailler, c'est une idée qu'il faut sortir de la tête. Dans un monde sobre en énergie, on va recommencer à travailler de longues journées et à transpirer. C'est ça qui va se passer. Le temps libre, vous allez le voir après, c'est une création de l'énergie abondante. Et puis, ils sont censés également mis à avoir le chômage. Alors, parlons du temps libre, justement. Vous avez ici, j'adore les séries longues, comme vous avez pu le comprendre, vous avez une évolution du temps travaillé en France sur le XXe siècle. Ce que vous voyez, alors j'ai horreur des graphiques qui ne partent pas du zéro, ne faites jamais ça. Quand mes étudiants font ça, je les engueule. Enfin bon, parce qu'évidemment, le temps travaillé, il n'arrive pas à zéro. Mais ce que vous voyez quand même, c'est que le temps travaillé en France, il a été divisé par 2 entre le début et la fin du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que les machines bossent à notre place. Donc quand les machines bossent à notre place, on peut avoir les congés payés. Donc les congés payés, c'est peut-être le Front populaire, mais c'est sûrement les machines. S'il y avait eu le Front populaire sans machines, on n'aurait pas de congés payés. Hein. Donc c'est les machines, c'est les congés payés, c'est les études longues. Tout le monde à la fac, disait Mitterrand, c'est des machines. Les retraites, des machines. Je crois que le premier régime de retraite a été fait pour les corsaires en France, sauf erreur de ma part. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de corsaires, et puis déjà, il fallait qu'ils arrivent vieux, pas facile pour le métier qu'ils faisaient. Donc effectivement, vous aviez 3 pingouins qui étaient pensionnés, mais la retraite pour tous à 60, ou même à 65, ou même à 67, c'est un fruit de l'énergie abondante. Dans un monde à l'énergie rare, il n'y avait pas de retraite pour personne. Les week-ends, les 35 heures, tout ça, c'est le résultat de l'abondance énergétique parce que les machines bossent à notre place. Donc toutes les avancées sociales, en gros, c'est des kilowattheures. Et même un truc qui va vous faire hurler, même les avancées féministes, on le doit également aux kilowattheures, puisque dans un monde où l'essentiel de l'emploi est tertiaire, le problème de la différence de force physique entre les hommes et les femmes cesse d'être un sujet, on s'en fout complètement. Il ne faut pas être plus fort pour réfléchir à la façon dont on va refaire une supply chain, on s'en fout complètement. L'énergie, par ailleurs, a amené la prophylaxie, l'arrêt de la mortalité infantile, c'était quand même un petit sujet, qu'est-ce que je veux dire, la machine à laver, les couches jetables, etc., les protections périodiques qui n'empêchent pas d'aller faire un travail tertiaire. Donc tout ça, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc tout ce qu'on a coutume de considérer comme étant des avancées sociales uniquement dues au fait qu'à un moment, on est devenu moraux, qu'on s'est réveillé, qu'on a gueulé et que ça s'est fait, en fait, planqué derrière, vous trouvez les kilowattheures. C'est également vrai pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Pour pouvoir acheter, encore faut-il pouvoir produire. Si vous ne produisez rien, il n'y a rien à acheter. Donc l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est de l'énergie. Grâce à une machine qui produise en abondance des brosses à dents, des pistolets à eau et des tablettes digitales, eh bien, plus il y en a, plus on peut les acheter. Donc le Black Friday, c'est des kilowattheures par tous les trous. C'est des kilowattheures par tous les trous. Incidemment, c'est un peu plus faire la cigale encore, alors que peut-être que ce n'est pas l'époque pour faire ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Enfin non, c'est le même sujet. Donc ce que nous faisons depuis 2 siècles, en gros, c'est aussi bête que ce que je vais représenter sur ce diagramme, et avec un peu de chance, je vais même tenir mon temps. Nous avons trouvé sous terre des combustibles fossiles. Ces combustibles fossiles, dans la convention économique, ils sont, comme toutes les ressources que nous trouvons sur ou sous terre, gratuits. Vous allez me dire, il est fou, avec l'essence à 2 € le litre, c'est pas du tout gratuit cette histoire, mais si, c'est gratuit. L'existence du pétrole est gratuite. Qui dans cette salle a payé le moindre centime pour que le plancton existe,
qu'il tombe au fond de la mer, qu'il soit enfoui par la tectonique des plaques, distillé par la géothermie, et que ça finisse par s'accumuler dans des roches poreuses. Quelqu'un a payé 1 centime pour ça dans cette salle? Personne. Absolument personne. Qui a payé 1 centime dans cette salle pour que des fougères poussent au carbonifère et bis repetita soient enfouis, etc., machin, et finissent en veine de charbon? Personne. Personne non plus n'a payé le moindre centime dans cette salle pour qu'on ait du cuivre, du fer. Vous savez d'où ça vient? Tiens, on va prendre le platine, par exemple. Est-ce que vous savez d'où vient le platine? Le platine vient des supernovas de la première génération d'étoiles. Après la formation de l'univers, vous avez une soupe de protons. Il n'y a pas de platine dans une soupe de protons. Dans la première génération d'étoiles, par réaction de fusion successive, vous avez des noyaux qui vont se former jusqu'au fer, et pas au-delà du fer, parce que l'énergie de liaison de l'atome de fer est celle qui est la plus forte. Donc vous ne pouvez pas aller au-delà. La fusion au-delà du fer, elle consomme de l'énergie, elle n'en restitue pas. Et pour que se forment les noyaux plus lourds que le fer, il faut que vous ayez cette explosion stellaire qui s'appelle une supernova, où là vous allez libérer une quantité d'énergie et atteindre des températures tellement faramineuses que toutes les fusions qui sont endothermiques, c'est-à-dire qui nécessitent de l'énergie, vont se produire, et vous allez jusqu'à l'élément 92 du tableau de Mendeleïev. Après quoi, tout ça se disperse dans l'espace, s'agrège autour de la deuxième génération d'étoiles, dont notre Soleil fait partie, et vous avez une planète tellurique qui finit par se former, la Terre, dans laquelle vous avez les 92 éléments du tableau de Mendeleïev. Donc si on a du cuivre sur Terre, c'est à cause des supernovas de la première génération d'étoiles. Qui a payé 1 centime dans cette salle pour qu'il y ait des supernovas dans la première... Bon, ok, donc toutes les ressources naturelles sont gratuites dans la convention économique, absolument toutes, y compris le pétrole qui est sous nos pieds. La seule chose qu'on paye en matière de pétrole, c'est des rentes à la personne qui se trouve avoir la chance d'être assise dessus. Voilà, les Qataris pour ne pas les nommer. Enfin non, eux c'est surtout du gaz. Et à tous les gens qui ont mobilisé d'autres ressources naturelles gratuites pour faire les pompes et les tuyaux qui ont permis de sortir le pétrole pour l'acheminer jusqu'à chez nous. Mais la matière première elle-même, gratos, gratuit. Tout est gratuit dans l'univers, tout. Par convention dans l'économie. Ces combustibles fossiles fournissent une réaction d'oxydation exothermique qui s'appelle la combustion, grâce à quoi nous mettons en mouvement toutes les machines que nous pouvons concevoir et nous transformons tout ce qui nous tombe sous la main pour faire tous les objets que vous n'allez pas acheter au Black Friday puisque vous m'aviez bien écouté. Et ça permet également de faire tous les acquis sociaux. L'urbanisation, on ne fait pas vivre aujourd'hui une ville d'1 million d'habitants sans énergie abondante, ça n'existe pas. Où sont les aliments qui poussent localement pour une ville d'1 million d'habitants? Ça n'existe pas. Où sont les moulins à vent qui vont produire l'énergie locale? Ça n'existe pas. Où sont les vêtements qui vont être faits avec la laine locale, le lin local et le coton local dans une ville d'1 million d'habitants? Ça n'existe pas. Tout ce que vous achetez aujourd'hui dépend de la marine marchande, et je ne dis pas ça pour flagorner les gens qui sont là, et des camions. Sans marine marchande et sans camions, aujourd'hui, toutes les villes crèvent de faim. Toutes. Probablement le Havre compris, du reste. Donc, l'urbanisation n'a été possible qu'avec l'abondance énergétique. La tertiarisation n'a été possible qu'avec l'abondance énergétique. Les égalités sociales n'ont été possibles qu'avec l'abondance énergétique, les études longues, etc. Les banlieues étalées, on est passé de 2 à 40 millions de véhicules particuliers en France entre 1945 et aujourd'hui. Abondance énergétique. Voilà. Tout notre monde moderne repose là-dessus, et que vous alliez aux États-Unis, en Russie, en France, en Algérie, en Suède ou au Japon, c'est l'abondance énergétique qui structure essentiellement l'état du pays. Quand il y a eu de l'énergie depuis longtemps, en gros, les pays sont partout pareils, très urbanisés, très industrialisés au sens où c'est les machines qui produisent, très insérés dans des flux d'échanges qui eux-mêmes demandent de l'énergie, qui s'appelle la mondialisation, etc., etc. Et les régimes politiques sont un peu secondaires dans cette histoire. Il y a beaucoup moins de différence entre un soviétique et un français des années 70 qu'entre n'importe lequel des deux et un paysan du Moyen-Âge. Beaucoup moins de différence. Et on a pris l'habitude de ne regarder cette transformation que sous l'angle économique. Alors comme je suis déjà à 46 minutes d'intervention, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous faire un cours d'anti-économie, mais comprenez bien que quand vous regardez votre compte de résultat, vous ne voyez rien de la dépendance aux ressources naturelles que je viens de vous évoquer, rien. Donc si vous voulez comprendre votre dépendance aux ressources naturelles, il faut faire des comptabilités physiques en plus de la comptabilité monétaire. Avec la comptabilité monétaire, vous ne voyez pas venir les baffes. Vous ne pouvez pas les voir venir, ce n'est pas fait pour ça. Par nature même, par construction même, la comptabilité monétaire ignore la dépendance aux ressources naturelles.
et elle ignore la dépendance à l'énergie qui fait fonctionner les machines. La SNCF, qui m'a amené ici à l'heure, je tiens quand même à le préciser, parce que de temps en temps, les trains arrivent à l'heure, on ne parle que des trains qui sont en retard, mais voilà. Dans son compte de résultat, l'énergie, alors que la SNCF est le premier consommateur industriel d'électricité en France. La SNCF consomme 1,5% de l'électricité française à elle toute seule, plus des carburants, parce qu'il y a encore quelques TER au diesel qui se baladent ici et là. Bien, la SNCF, l'énergie, c'est 3% de son compte de résultat. Enfin, c'était 3% avant ce qui est en train de se passer. 3%. Alors que les salaires, c'est 50%. Donc, si je suis le patron de la SNCF et que je regarde ce qui compte dans mes dépenses, je me dis, c'est les salaires, il faut que je m'occupe de ça. Sauf que si vous diminuez les charges de 3%, environ 6% des gens, passez la grande grève que vous aurez quand même des trains qui circulent. Si vous diminuez les charges de 3% en achetant plus 1 kWh d'électricité ou de gasoil, vous n'avez plus un train qui circule aussi longtemps que vous faites ça. Donc la part de l'énergie dans votre structure de coût ne vous dit rien à votre dépendance à l'énergie. En fait, votre dépendance est totale. Toutes les entreprises qui sont dans cette salle, si je vous coupe demain matin votre approvisionnement énergétique, vous faites toute faillite, la mienne compris. Et ce n'est pas votre compte de résultat qui vous dit ça. C'est pour ça qu'on est tellement surpris en se disant « Ah merde, on pourrait ne plus avoir de gaz ou on pourrait ne plus avoir d'électricité. » Bah oui, on pourrait. Et je le redis, ce n'est pas votre compte de résultat qui va vous dire ça. Alors, cette belle histoire de corne d'abondance, cornucopienne, elle va se heurter à un certain nombre de limites sur une planète qui fait désespérément 13 000 km de diamètre et pas 1 km de plus, enfin si, un peu de plus, mais voilà. Donc on n'a pas une pompe à vélo magique qui fait qu'au fur et à mesure que nos besoins augmentent, on gonfle la planète pour qu'elle augmente un peu de taille avec de plus en plus de ressources. Non, non, on est sur une planète finie dont le diamètre est donné une fois pour toutes et dont les inventaires de départ en minerais de cuivre, en pétrole, etc. sont donnés une fois pour toutes. Et là, les mathématiques sont impitoyables. Quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, vous ne pouvez pas avoir autre chose que, historiquement, un maximum à l'extraction avant un déclin derrière. C'est un théorème de maths, je sais encore le démontrer, je peux le faire démontrer à mes étudiants si ça m'amuse et que j'ai envie d'être très désagréable avec eux. Donc, tout ce qui s'extrait de la croûte terrestre passe fatalement par un pic d'extraction un jour ou l'autre. C'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le gaz, mais c'est vrai pour le tungstène, le vanadium, le chrome, le cuivre, etc. Pour le cuivre, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie est en train de multiplier en ce moment les alertes, en train de dire les mines de cuivre en exploitation ou en développement devraient passer par leur maximum de production dans les 2 ans qui viennent. Ah, j'en vois au moins un qui a suivi. Qu'est-ce qu'on fait avec la transition qui demande de plus en plus de cuivre si les mines de cuivre passent par leur pic de production? Ça flotte ou ça flotte pas? Est-ce que le cours de la tonne de cuivre l'année dernière vous donne le pic de production futur des mines de cuivre? Pas une seconde, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le prix du gaz, il y a 1 an, ne vous disait absolument pas si on aura du gaz ou pas tout l'hiver prochain. Donc l'élasticité prix-volume, de manière prospective, vous oubliez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, vous voyez bien, donc des limites, il y en a partout. Moi, je vais vous parler très rapidement du changement climatique et de l'approvisionnement en énergie fossile. Et je vais vous en parler très vite parce que j'ai épuisé mon temps. Donc, je vais vous en parler tellement vite qu'en ce qui concerne le changement climatique, je vais aller directement au résultat parce que je n'ai pas le temps de vous parler du reste, je vous en parlerai s'il y a des questions. Vous avez ici une courbe qui vous donne les émissions, l'élévation de température planétaire en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère. Alors pourquoi on ne s'intéresse qu'au total? Parce que le CO2 est un oxyde, c'est une espèce chimiquement stable, et donc une fois qu'on l'a mis dans l'air, il a beaucoup de mal à s'en aller. Donc tout ce qui compte, c'est la quantité totale qu'on va mettre dans l'atmosphère. Et pour interpréter cette élévation de température, rappelez-vous qu'entre la dernière ère glaciaire, où la France ressemblait au nord de la Sibérie, et l'époque pré-industrielle, la température planétaire ne s'est réchauffée que de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc ça vous donne une idée de là où il ne faut pas aller sur cette courbe. À fin 2022, j'ai enfin réactualisé ce truc-là, nous avions mis dans l'atmosphère, nous les humains, à peu près 2400 milliards de tonnes de CO2, moyennant quoi la température planétaire s'est réchauffée entre 1,1 et 1,2 degrés. Alors à 1,1, 1,2 degrés, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'été dernier, alors il paraît qu'au Havre il était sympa, mais enfin partout ailleurs il était un peu moins. Nous avons eu moins 50% en France sur le maïs non irrigué, nous avons eu moins 30% sur les patates,
Nous avons au Canada l'année dernière eu 50 degrés avec les conséquences que vous savez. La forêt de Pimpon a brûlé. Moi, ça me désespère parce que j'y ai fait mon service militaire. Voilà, donc vous avez la forêt de Pimpon, c'est en Bretagne, hein, pour ceux qui ne savent pas où c'est. C'est quand même pas un endroit où normalement ça brûle beaucoup. Hein. Voilà, donc nous avons la Catalogne, enfin l'Espagne qui s'apprête à être en restriction d'eau maintenant, parce qu'il a tellement peu plu. Etc. Et donc ça, c'est les 15% des coraux sont déjà morts. Voilà, ça nous touche un peu moins parce que c'est les DOM, on s'en fout. Bref, donc on a déjà aujourd'hui des conséquences qui sont extrêmement visibles du réchauffement climatique. On sait déjà que rien que si on stabilisait le réchauffement à 1,1 degré, la mer, l'océan mondial va finir par monter de 10 mètres. Alors pas en un siècle, hein, en plusieurs milliers d'années, mais c'est ça le réchauffement qui est déjà embarqué à cause de la fonte qui va arriver de toute façon des calottes polaires. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de... Voilà, ça c'est 1,1. Alors, si on veut se limiter à 1,5, dont j'ai dit ce matin qu'il était mort, vous allez comprendre pourquoi, ça veut dire qu'il faut limiter les émissions cumulées d'ici à 2100, parce qu'on veut limiter à 1,5 en 2100. Hein. Donc, d'ici à 2100, il faut limiter les émissions mondiales à 3000 milliards de tonnes de CO2, dont 2400 ont déjà eu lieu. Ça veut dire que sur les 80 ans qui viennent, on a le droit d'émettre un quart de ce qu'on a émis sur le siècle qui vient de s'écouler, en gros, parce que l'essentiel des émissions passées, c'est sur le siècle écoulé, avec une population qui est en moyenne 2,5 à 3 fois plus nombreuse. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Si on veut se limiter à 2 degrés, aujourd'hui, toujours, il faut savoir que la température augmente d'à peu près 0,2 degrés par décennie. Et en fait, à cause de l'effet cumulatif du CO2, cette élévation de température, même si on se mettait à baisser les émissions de 5 ou 7% par an planétairement demain matin, en fait, on va l'avoir de façon à peu près automatique, hein, à cause de l'effet cumulatif. Donc, dans moins de 20 ans, on sera au 1,5 degré. On y sera, de toute façon. Sauf guerre thermonucléaire, peste supprimant les 9/10 de l'humanité, etc. Mais sinon, on y sera. Si on veut limiter à 2 degrés, il faut se limiter à 3600 milliards de tonnes en cumulé, dont 2400 ont déjà été émises. Voilà, donc on a encore droit à la moitié. Si je traduis ça en émissions par personne, ça revient à dire que si on veut se limiter à 2 degrés, un terrien qui naît aujourd'hui, il a le droit, sa vie durant, au 5e des émissions que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont eues pendant leur vie. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et si on est dans un système communiste où les émissions convergent entre tous les pays, France, Zimbabwe et Bangladesh inclus, eh ben en France, la division est plutôt par 10 ou par 15. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc la vérité politique indicible de mon affaire, c'est que si je regarde le problème sous l'angle climatique, le smicard français est beaucoup trop riche. Bonjour. Une autre manière de dire la même chose, c'est que les émissions planétaires doivent baisser d'un facteur au moins 3 d'ici à 2050, c'est-à-dire d'ici à ce que vos enfants aient votre âge, hein, en gros. Et pour cela, ça veut dire que, s'il y a un banquier dans la salle, il va tout de suite vous le confirmer, une division par 3 en 28 ans, ça revient à une baisse annuelle de 5%. Hein, vous faites la racine 28e d'un tiers, je vous assure, ça fait 0,95, j'ai fait le calcul. Donc vous avez 5% de baisse tous les ans. 5% de baisse, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid, en 2020, sur Terre. Ça veut dire que si on veut tenir l'objectif des 2 degrés, et à 2 degrés, tous les coraux tropicaux sont morts, à 2 degrés, la moitié de la forêt française est morte, à 2 degrés, les sols méditerranéens ont perdu 20% d'humidité au moins, etc. Donc on n'est pas en train de parler de cacahuètes. Hein. À 2 degrés, l'insécurité alimentaire commence à être largement répandue dans le monde. Hein. À 2 degrés, il y a 1 milliard d'habitants qui se retrouvent dans des zones où ils ne peuvent pas sortir à l'extérieur sans risquer leur peau. C'est toute la bande équatoriale qu'on aura transformée en hammam, trop chaud, trop humide. Bref, on n'est pas en train de parler de cacahuètes. Et bien, même pour ces 2 degrés, il faut que les émissions qu'on se prenne un Covid supplémentaire tous les ans à partir de maintenant. Et bien évidemment, jamais on ne l'aura dans une économie en croissance. Jean-Marc Jancovici, est-ce que je m'arrête là de conclure parce oui. que si vous parlez j'ai une dernière mauvaise nouvelle. Si vous parlez encore j'ai une dernière mauvaise 2 minutes, nouvelle. L'animateur que je suis ne va pas résister. Oui, oui, je sais, mais l'animateur que vous êtes dopé au combustible fossile comme moi. 2 minutes pour finir. Devant ce constat, la tentation peut être grande, pour nous autres au moins Européens, de nous dire « bon bah non, quand même, il nous emmerde ce type-là, donc on va sûrement pas baisser nos émissions de 5% et commencer à diminuer notre chiffre d'affaires de 5% par an, il en faut de 4% ou 3%, il n'en est pas question. » Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a une voiture balai qui arrive derrière.
La voiture balai, c'est que comme il faut 50 à 400 millions d'années pour faire des combustibles fossiles, on ne peut pas en avoir indéfiniment de plus en plus. Et en fait, on a déjà commencé en Europe à en avoir de moins en moins. De toute façon. Like it or not. Et toutes les difficultés économiques que vous voyez naître autour de vous depuis, sans grande surprise, 2008, eh bien, il se trouve que ça correspond au pic de production du pétrole conventionnel qui est passé dans le monde en 2008, nous dit l'Agence internationale de l'énergie. Et depuis cette année-là, en fait depuis 2007 pour être précis, l'approvisionnement énergétique européen baisse de manière subie, car nous y ajoutons le pic de production de gaz de la mer du Nord qui a eu lieu en 2005 et le pic de production du charbon qui en Europe a eu lieu dans les années 50. Donc tout l'approvisionnement énergétique européen baisse depuis 2007 et derrière, l'économie industrielle se contracte et ça va continuer. Aujourd'hui, il y a moins de tonnes chargées dans les camions qu'en 2007, il y a moins de mètres carrés construits par an qu'en 2007 et la tendance va continuer. Et la tendance va continuer pour des raisons physiques. Au Ship Project, on a demandé à l'ancien directeur de l'exploration de Total et l'ancien directeur de l'évaluation des gisements de Total de passer en revue une base de données de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde qu'on a eu pour une bouchée de pain et de nous dire ce qui allait en sortir dans les 28 années qui viennent, c'est-à-dire d'ici à 2050. Vous avez le résultat sous le nez pour les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont les 16 premiers producteurs mondiaux à un poil près. Et donc ce qu'ils nous disent, c'est que la production va être divisée par 2. Comme l'Europe importe la totalité de son pétrole, notamment de ses 16 premiers fournisseurs, ça veut dire que les importations européennes vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. N'importe quoi entre 2 et 20. Donc de toute façon, on va devoir faire avec moins. Et pour le gaz, et j'en termine là, les mêmes individus, enfin quasiment les mêmes, à qui on a posé la même question sur le gaz avec la même base de données, enfin exactement le même fournisseur de base de données, eh bien, ils nous ont dit le pic de production mondiale du gaz, ça devrait être 2030, et depuis 2010, moi j'ai découvert ça avec cette étude, la production de gaz dit conventionnel n'augmente plus, c'est le shale gas américain qui fait la différence. Et donc le jour où il s'arrête d'augmenter, car il ne s'arrêtera d'augmenter, à ce moment, le pic de production mondiale passera. Et derrière, Poutine ou pas Poutine, on en aura de toute façon de moins en moins. Donc la construction des terminaux méthaniers qu'on a en ce moment, il n'est pas certain qu'on puisse les faire fonctionner pendant 50 ans derrière. Voilà. Et là-dessus, c'est terminé. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici.